Vous êtes pris au piège dans une ville où on ne peut faire confiance à personne et traqué par un tueur en série avec une tronçonneuse. Il n'y a nulle part où aller, ni où se cacher. Il n'y a personne autour qui vous sauvera. Et si vous êtes pris, vous serez écorché vif et transformé en masque. Chaque seconde coincée dans cette ville est une seconde qui vous rapproche de votre mort. Alors qu'est-ce que vous allez faire ? Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre chaque membre de la famille Hewitt dans Massacre à la tronçonneuse. Ces gens conduisent directement vers la mort. Ils voyagent à travers le Texas pour assister à un concert. Et les gars ont passé en contrebande 2 kilos de marijuana qu'ils ont emporté avec eux. Mais les filles n'en ont aucune idée. Kemper détourne son regard de la route avec sa petite amie Erin, quand elle voit soudain une femme marcher devant eux. Il freine et l'évite de justesse. Mais elle ne bouge même pas. Erin sort de la voiture et essaye de savoir si la femme va bien. Mais la femme ne répond pas et a l'air complètement traumatisée. Réalisant qu'elle a besoin d'une aide sérieuse, ils décident de l'emmener en ville pour la soigner. Mais ils n'ont aucune idée que cette femme va ruiner leur vie. C'est toujours agréable de vouloir aider les autres, mais ici, je pense qu'ils vont un petit peu trop loin. Nous n'avons aucune idée de qui est cette femme, ni en quoi elle pourrait être dangereuse pour nous. Si tu trouves des gens marchant sur la route en race campagne, c'est toujours parce que quelque chose de grave vient de se produire. Et inviter ces problèmes dans ta voiture, c'est un risque que je ne suis pas prête à prendre, à moins que je sache que c'était vraiment safe. Personne n'a remarqué qu'elle marche à pas extrêmement court et que ce n'est pas par épuisement. Sinon, elle devrait être affalée et finirait par trébucher. Ils n'ont pas non plus remarqué que la femme n'est même pas en sueur et cela signifie qu'elle n'est peut-être pas restée très longtemps sous le soleil du Texas et que d'où elle vient, ça pourrait être vraiment proche d'ici. Plus important encore, personne n'a remarqué que cette femme avait du sang qui coulait à l'intérieur de ses cuisses. Et ça me dit qu'elle n'est pas seulement une autostoppeuse méfiante, mais qu'elle est très probablement victime d'abus terribles et qu'elle a vraiment besoin de notre aide. Maintenant, suite à toutes ces observations, je dois dire que cette femme a été maltraitée par quelqu'un à distance de marche. Et nous ne devrions pas la ramener dans la ville la plus proche, mais assez loin pour qu'elle reçoive une aide médicale appropriée en dehors de cette communauté isolée. Dans la voiture, la femme est en pleine crise émotionnelle et personne ne sait quoi faire. Tout le monde est effrayé par ça et commence à débattre sur ce qu'il devrait faire avec elle. Mais quand la femme les voit passer devant l'abattoir, son visage est rempli d'effroi et elle commence à paniquer. Se jetant sur le volant, elle essaye de les faire se retourner, mais ils n'écoutent pas. La repoussant dans son siège, ils appuient sur le frein, arrêtant la voiture pour désamorcer la situation. Mais ça va bientôt empirer. En larmes, elle tend la main entre ses jambes et en sort un pistolet en leur disant qu'ils vont tous mourir. Avant qu'ils ne puissent l'arrêter, elle met le canon dans sa bouche et fait exploser l'arrière de sa tête. Ok, c'est pourquoi les gens vous disent de ne pas prendre d'autostoppeur. Le sang sur ses cuisses et sa difficulté à marcher vous indiquaient qu'elle portait une arme à feu. Mais personne n'aurait pu voir ça au final. Maintenant, à moins que vous ne soyez un soldat, personne ne pense clairement quand quelqu'un sort une arme. Le cerveau arrête les fonctions non essentielles et donne la priorité à toute sa capacité pour survivre, choisissant entre se battre, fuir ou être tétanisé. L'information la plus immédiate dont on dispose pour évaluer la menace, c'est que cette femme est maigre. Elle a marché pendant des kilomètres et elle est trop faible pour te combattre. Elle a également sorti le pistolet avec son doigt sur la détente et ça nous aurait donné le temps nécessaire pour l'éloigner avant qu'elle ne puisse se blesser ou blesser quelqu'un d'autre dans la camionnette. Mais cette arme n'est pas le détail le plus important dont il faut s'inquiéter. Elle leur a dit que tout le monde était mort et qu'ils allaient dans le mauvais sens, et a décidé qu'elle préférait mourir que de rentrer. C'est un point crucial qu'il est facile de rater dans une situation traumatisante comme celle-ci. Ce qui veut dire que là où ils allaient, c'est pire que la mort. Et s'ils l'avaient empêché d'utiliser l'arme, ils auraient pu obtenir plus d'informations sur ce qui lui est arrivé et sur ce qui les attend plus tard. Le groupe est horrifié par ce qu'ils viennent d'être témoins et tous se précipitent hors de la camionnette, laissant le cadavre de la femme sur la banquette arrière. Ils n'ont jamais vu personne mourir auparavant. Et cette fille commence à pleurer pendant que les gars débattent sur ce qu'ils devraient faire ensuite. Le petit ami suggère qu'ils appellent les flics, mais son ami fait remarquer qu'ils ont encore 2 kilos d'herbe sur eux. Et si les flics s'impliquent, ils iront tous en prison. Le petit ami se rend compte qu'il n'y a qu'une seule chose qu'il peut faire et prend la piñata pleine de drogue et la jette dans un champ voisin sans autre choix. Ils partent tous chercher de l'aide. Plus loin sur la route, ils trouvent une station-service à proximité et s'arrêtent pour chercher un téléphone. Les hommes se rendent à l'intérieur pour signaler le décès et demandent à la femme d'appeler la police. Elle parvient à joindre le shérif, mais lorsque la femme décroche le téléphone, elle leur dit qu'ils devront se rendre à l'ancienne usine de Crawford pour déposer leur rapport. Les gars demandent pourquoi le shérif ne vient pas ici, mais elle n'en a aucune idée. Et ils n'ont pas d'autre choix que d'emmener le cadavre. Ok, si les forces de l'ordre local ne sont même pas disposées à conduire pour enquêter sur un cadavre, vous savez que c'est beaucoup trop suspect pour le croire. Et ce n'est pas seulement le shérif, mais aussi la femme. À leur arrivée, elle a vu le cadavre à travers sa fenêtre et elle n'a même pas bronché. Le seul genre de personne qui réagit de cette façon à une femme qui a un trou de balle géant dans la tête, c'est un psychopathe. Et ce genre de réaction, ça devrait être assez inquiétant ici.
Il est également extrêmement suspect que le shérif leur demande à se rencontrer ailleurs que dans un service de police local ou dans un bureau de shérif. Rien dans cette situation ne semble normal. Et ça pue la corruption, la tromperie ou les deux. Et personnellement, je laisserai le cadavre ici à la station-service et je partirai en lui disant que le shérif devra venir le récupérer lui-même. Et je ne reste pas parce que s'ils ne prennent pas cette situation au sérieux, alors on ne devrait pas non plus. Il est désormais illégal de quitter la scène d'un crime si vous êtes directement impliqué dans l'incident. Mais les passants et les témoins n'ont aucune obligation légale de rester sur place. Il n'y a pas de caméra et la femme n'a pas vu la plaque d'immatriculation. Et aucun autre témoin n'a contesté sa déclaration sur ce qui s'est passé. Si le shérif ne veut pas venir jusqu'ici, alors il est probablement trop paresseux pour nous poursuivre sur la route quand il apprendra qu'on a quitté le corps et la scène de crime. Pour m'assurer que nous ne soyons pas arrêtés par d'autres policiers plus tard pendant le voyage, je donnerai un coup de pied dans la vitre arrière pour qu'il n'y ait pas de trou de balle. Puis, je nettoierai tout le sang de la banquette arrière pour qu'on n'ait pas l'impression qu'il y avait quelque chose de suspect sur lequel enquêter. En prenant ces précautions, il y a quand même assez de chances qu'on puisse laisser toute cette situation derrière nous et oublier et dire qu'elle ne s'est jamais produite. Il quitte la station-service avec le cadavre de l'autostoppeuse toujours à l'intérieur et se dirige vers l'ancien moulin pour chercher le shérif. Quand ils arrivent, ils sortent de la voiture pour trouver un bâtiment complètement vide et personne ne les attend. Morgan suggère ici qu'ils jettent le corps pour qu'ils puissent partir. Tous les gars sont en faveur de l'abandon de la fille morte, mais Erin insiste ici pour qu'il fasse un choix correct. Et dans son intérêt de garder sa petite amie, Kemper garde la bouche fermée et accepte. Cherchant de l'aide, ils font le tour et trouvent un petit bâtiment et ils s'assoient pour attendre que quelqu'un se présente. Soudain, quelqu'un traverse la pièce derrière eux et Pepper sursaute sous le choc. Ok, celui qui est ici n'est pas quelqu'un que j'ai envie de rencontrer. Les gens normaux n'accrochent pas des poupées mutilées comme des ornements. Les personnes qu'on va rencontrer ici ne sont pas sûres ou dignes de confiance compte tenu de leur décoration. Et elles n'auraient certainement pas le jugement le plus approprié sur les moyens acceptables de traiter les cadavres comme celui qui est assis à l'arrière de notre voiture. Maintenant, ils se sont déjà engagés à remettre ce corps aux autorités. Il n'y a donc aucune raison à s'attendre à ce que l'attente dans un bâtiment abandonné suffise. D'après le signe qu'ils ont vu sur leur chemin, ces types sont à Fuller, Texas. Et si vous regardez cet endroit sur une carte, il n'y a pratiquement aucun signe de vie ici. Selon le recensement annuel, cet endroit n'a même pas de registre de population. Et la ville la plus proche à l'ouest, c'est Shamrock, qui compte environ 2000 habitants. Dans l'intérêt de garder ses petites amies heureuses, le choix le plus intelligent ce serait quand même de quitter cet endroit et d'emmener le cadavre à Shamrock, où il devrait y avoir un hôpital légitime pour le déposer. Et lorsque l'hôpital appellera le shérif, il ne pourra pas leur dire d'emmener le cadavre quelque part. Et ils le forceront à venir en personne pour enquêter. Ensemble, ils entrent dans le bâtiment et trouvent ce gamin assis dans l'ombre. Il le ramène dehors et il leur dit que le shérif est à la maison et qu'il n'y a pas de route qui mène à sa maison. Mais c'est à distance de marche, donc ils décident d'aller vérifier. Ces trois-là restent, pendant que le couple ici traverse les bois pour trouver le shérif. En trouvant la maison, ils frappent à la porte pour demander de l'aide et sont accueillis par ce vieil homme en fauteuil roulant qui leur dit que le shérif n'habite pas ici. Il invite Aaron à utiliser son téléphone, mais empêche le petit ami d'entrer. À l'intérieur, l'homme demande à contacter le bureau du shérif et on lui dit qu'il sera au vieux moulin dans 30 minutes. Mais ne se rend pas compte que l'autre personne au téléphone n'est pas celle qu'elle pense. Au moulin, le shérif est déjà arrivé en s'approchant pour inspecter le cadavre. Il trouve le pistolet sur le sol du fourgon. Quand il leur a demandé à qui il appartenait, ils lui ont dit que la fille le portait et il le range dans son étui. Le shérif oblige Andy à tenir le corps pendant qu'il enveloppe sa tête dans du plastique et le groupe commence à se rendre compte que cet homme n'est pas ce qu'il prétend être. Il leur dit à quel point il aimait tâtonner les cadavres quand il était jeune, ce qui est quand même plutôt choquant. Et après l'avoir enveloppé, ils l'ont mis dans le coffre de la voiture du shérif et l'homme leur fait un dernier salut avant de partir avec le corps. Ok, ce shérif est évidemment une personne absolument terrible, mais ce n'est pas ce sur quoi on devrait se concentrer ici de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Il y a un détail ici qui devrait faire peur à tout le monde et c'est le pistolet, parce que jusqu'à présent, personne ne s'est même soucié de penser d'où cette fille avait reçu l'arme en premier lieu. Et le fait qu'elle le cachait indique que ce n'était vraiment pas elle. Ça a été volé et nous savons aussi qu'elle fuyait quelqu'un dans cette même ville. Donc, il manque une arme à quelqu'un dans un rayon de 10 km. Et lorsque le shérif le prend et le met dans son étui, il y a deux choses qui ne vont pas. La première, c'est que le pistolet rentre parfaitement dans son étui. Ces types d'étuis ne sont pas exactement de taille unique. Et le fait que ce revolver s'adapte pourrait être une coïncidence, mais il ne faut quand même pas négliger ce détail parce que ce modèle de revolver, ça a été fabriqué à la fin des années 50 et il était couramment utilisé par les policiers et les détectives. La seconde, c'est que son étui de cheville était vide. Il n'y a donc aucune raison pour que quelqu'un se promène avec un étui vide attaché à sa jambe, à moins qu'il ne s'attende à y mettre rapidement quelque chose. Et ces deux observations me disent que cette arme pourrait en fait lui appartenir. Et le fait que cette femme l'avait signifie qu'elle l'a volée au shérif.
shérif. Maintenant, sur cette base, il y a deux conclusions possibles à tirer ici. Soit cette femme est une criminelle qui fuit la loi, soit cet homme est corrompu et la torturait et la maltraitait, puisqu'il a déjà fait preuve d'une grande corruption et de dépravation. De ce que je vois ici, on devrait croire que la fille courait pour sa vie. Et ces données expliqueraient pourquoi elle a dit que tout le monde était mort et pourquoi elle a dit qu'on allait dans la mauvaise direction. Elle savait que voyager dans cette direction, ça allait nous conduire à essayer de trouver de l'aide et que ça nous conduirait à ce shérif. Quelle que soit la situation, ce type ne respecte pas les règles, ce qui fait de lui un flic pourri. Et ça peut le rendre vulnérable à l'extorsion ou pire. À la maison, Kemper ne peut plus attendre et décide de partir à la recherche de sa petite amie. À l'intérieur, il trouve un bracelet sur le sol. Mais sa chance vient de tourner. Alors qu'il l'attrape, un homme portant un masque de cuir sort et le frappe sur la tête, le traînant dans le couloir et dans un piège dont il ne sortira jamais vivant. La petite amie entend la porte claquer et laisse le vieil homme pour chercher son petit ami. Mais il ne répond pas. C'est à ce moment-là qu'elle remarque ce Judas et regarde à travers et se rend compte qu'il y a quelque chose de plus dans cet endroit auquel elle n'avait pas pensé. Ok, la petite amie s'est rendue compte que quelque chose n'allait pas avec ce mur, et elle ne s'est pas rendue compte que cet indice était un signe que sa vie était en danger immédiat et que personne ne viendra l'aider. Tout d'abord, ce n'est pas une personne ordinaire qui vit ici, parce que le Judas est non seulement à l'intérieur de la maison, mais aussi au milieu d'un mur. Et personne n'installerait ça ici, à moins qu'il n'y ait une pièce secrète de l'autre côté et que quelqu'un ait envie d'espionner. Ça explique quand même la disparition du petit ami, parce qu'elle est partie moins de 5 minutes et c'est bien trop court pour qu'il s'impatiente et parte. Enfin, ce Judas est bien plus haut que le niveau des yeux pour que ce soit double amputé qui puisse l'utiliser. Donc ça me dit qu'il doit y avoir quelqu'un d'autre dans la maison et tous ces indices mènent à la conclusion que quelqu'un d'autre a fait quelque chose à son petit ami et qu'ils doivent être de l'autre côté de ce mur. Et au lieu de sortir comme si elle ne savait pas ce qui s'est passé, je courrais au téléphone pour appeler le 911. Nous devons supposer que ce type a composé le numéro de téléphone pour elle parce que ce n'est même pas les flics à qui elle a parlé. Et on peut le confirmer en recomposant nous-mêmes le numéro pour demander de l'aide. Elle quitte la maison pour chercher son petit ami et n'a aucune idée que lorsqu'elle le trouvera, ce sera la chose la plus horrible qu'elle a jamais vue de sa vie. Pendant ce temps, en bas, le tueur masqué prépare sa prochaine victime pour le massacre. Il tire le petit ami au-dessus de la baignoire pour le faire saigner. Mais soudainement, une boîte tombe de sa poche. En entendant cela, l'homme masqué se penche et ramasse. L'ouvrant, il découvre une bague de fiançailles. Lorsque la petite amie retourne au moulin, elle dit à ses amis qu'elle a contacté le shérif et qu'il est en chemin. Mais ils lui disent qu'il a déjà pris le corps et qu'il est parti. Confuse, elle demande s'ils ont vu son petit ami. Mais personne ne l'a vu. Et elle se rend compte qu'elle doit retourner le chercher. Emmenant Andy, ils atteignent la maison et Erin distrait le vieil homme pour qu'il puisse se faufiler à l'intérieur et chercher le petit ami disparu. Il entre dans la cuisine pour trouver des pots suspendus au plafond. Mais quand il renverse cette boîte du haut du réfrigérateur et fait un énorme bruit, la petite amie court dans la maison et vérifie. Le vieil homme la suit. Mais quand il se rend compte qu'il y a un intrus, il se vexe et frappant sa canne contre les planches, il crie à quelqu'un de venir et d'apporter quelque chose. Et les deux commencent à se rendre compte que c'est le dernier homme sur Terre que vous avez envie de faire chier. Derrière eux, le mur s'ouvre et l'homme masqué sort avec une tronçonneuse. Il court dans l'autre pièce, mais Andy trébuche et laisse tomber son cric. La fille essaye de maintenir la porte fermée, mais l'homme masqué déchire le loquet. Il entre dans la chambre voisine et l'attaque. Mais heureusement, Andy bloque la tronçonneuse avec son cric. Ok, si j'étais lui, je chierais clairement dans mon froc en ce moment. S'enfuir, c'est certainement la bonne décision ici, mais parfois, tu n'as pas le choix. Maintenant, ce type a eu beaucoup de chance, parce que si ça se trouve, ça pourrait être le meilleur outil pour se défendre dans cette situation. Le cric est en acier, et ainsi, la tronçonneuse ne peut pas le trancher. Et il est en forme de X, ce qui nous permet de le tenir à deux extrémités et de garder la lame entre elles sans se couper. La façon dont il le fait ici, c'est beaucoup trop près de ses mains. Et l'instinct, évidemment, devrait être d'essayer de garder la lame au milieu du X, parce que ça limiterait son mouvement. Et en ce moment, Andy est dans une position parfaite pour le frapper dans les balls. Je sais que c'est indigne, mais c'est aussi très efficace, et c'est pratiquement un instinct involontaire que de se protéger lorsqu'il est attaqué dans d'autres régions. Et le tueur contractera ses muscles de laine et desserrera son emprise sur la tronçonneuse. Ça donne à Andy le moment idéal pour l'attaquer avec sa propre arme. Et le point de force le plus efficace ici, ça va être le bas de la lame. Et à cause de la répartition de cette force, elle devient beaucoup plus faible au sommet. Andy peut utiliser ça à son avantage et le maîtriser par la physique de base en lui donnant un coup de pied dans les parties et en poussant le haut de la tronçonneuse vers le visage du gars. Andy parvient à s'échapper et s'enfuit de la maison. Mais l'homme masqué le poursuit. Il se heurte aux cordes à linge couvertes de drap, mais le tueur le rattrape et lui coupe la jambe en deux. Andy hurle de douleur. Alors qu'il est ramassé et ramené dans la maison, transporté dans le sous-sol, il est soulevé dans les airs et percuté sur un crochet de viande suspendu à ses côtes. Andy ici n'a aucune idée de ce qui est prévu pour lui, et oui, c'est bien pire que la mort. Erin retourne au vieux moulin où des amis attendent toujours et saute dans la camionnette. Paniquée, elle essaye de démarrer la voiture, mais quoi qu'elle fasse, le moteur ne démarre pas. Maintenant, ils sont coincés ici sans aucun moyen de se protéger et le tueur est en liberté.
C'est alors que le shérif apparaît soudainement. Soulagée, elle essaye de lui parler de son ami assassiné, mais quand il remarque un joint sur le tableau de bord, cette mauvaise situation commence à empirer. Il leur ordonne à tous de sortir de la voiture et ils n'ont pas d'autre choix que d'obéir. Erin essaye de lui dire qu'il y a un tueur avec une tronçonneuse, mais l'homme tire sur elle, les balles atterrissent à quelques centimètres de sa tête. Ils sont terrifiés, mais ce gars s'est clairement juste échauffé. Il récupère Morgan et le force à monter dans la camionnette où il lui demande ce qui est arrivé à l'autostoppeuse. Effrayé, Morgan ici ne peut pas croire ce qui se passe, mais le shérif lui crie de prendre l'arme et de reconstituer la mort, lui ordonnant de la mettre dans sa bouche et d'appuyer sur la gâchette. Ok, je sais que tu penses, et moi je le penserai clairement aussi. Ce shérif vient de nous remettre une arme que nous pourrions facilement retourner contre lui pour sortir de cette situation, mais c'est la chose la plus stupide qu'on pourrait faire ici parce qu'il n'y a aucun moyen qu'il nous donne une arme chargée. Et si c'était moi, la première chose que je ferais dans cette situation, ça serait d'ouvrir la chambre pour m'assurer qu'il y a des balles à l'intérieur. De cette façon, je n'aggrave pas la situation en pointant une arme vide sur mon visage et je peux faire tout ce qu'il demande, sachant que ça va pas me tuer. Maintenant, le problème, c'est qu'on n'a aucun contrôle sur la situation avec une arme vide. Et tant que nous avons peur de lui, le shérif compte sur cette peur pour exercer son autorité et son contrôle. Mais la seule chose à laquelle il ne s'attend pas, c'est d'être attaqué. Ce type est un homme de 60 ans et en plus il est en surpoids. Et d'après la taille de ses bras et de sa poitrine, je pense qu'il a peu de force dans le haut du corps. Le meilleur et le seul mouvement pour s'en échapper, c'est de le frapper sur la tête avec le bout de l'arme rapidement et autant de fois que possible pour l'assommer. Ça semble un petit peu extrême, mais c'est une chose tout à fait valable à faire parce qu'il nous a mis dans une situation très contraire à l'éthique et nos vies sont clairement en danger. Et aussi, il n'y a pas de témoins. Et nous ne serons donc pas interrogés par les autorités d'une autre ville parce qu'il ne veut pas que les secrets de cette ville leur parviennent. Et de cette façon, sa corruption nous protège et nous permet de prendre toutes les mesures pour nous protéger contre lui, sinon il sera exposé. S'inquiétant, Erin va voir ce qui se passe, donnant à Morgan la chance de pointer l'arme sur le shérif. Mais le pistolet clique sur une chambre vide. Et c'était un piège qui lui était tendu pour tentative de meurtre sur un officier de police. En retirant les clés du contact, le shérif s'éloigne avec Morgan et laisse les femmes derrière. En entendant que le shérif part, Erin essaye de brancher le fourgon quand soudain une tronçonneuse coupe la fenêtre et l'homme masqué attaque tout d'un coup. Erin monte sur la banquette arrière avec son ami et elle se rend compte que le tueur est maintenant au sommet de la camionnette. Il pousse la tronçonneuse à travers le toit, piégeant la femme à l'intérieur. Un bras se penche et attrape Erin par les cheveux tandis que son ami sort et s'enfuit. Mais l'homme la poursuit et la déchiquette à mort. Ok, ils ont eu une excellente occasion de blesser gravement ce type. De toute évidence, il est incroyablement difficile de penser clairement sur le moment. Et votre seul réflexe, c'est de vous enfuir, mais ils avaient trop peur pour remarquer que le moteur de la tronçonneuse s'était arrêté. Avec son bras qui passait par le haut de la voiture, ils ont raté leur opportunité en or parce qu'il ne peut pas utiliser une tronçonneuse avec une seule main. Maintenant, en biomécanique, le bras est ce que nous appelons un levier de 3e classe, ce qui signifie que toute la force est appliquée à partir de ce point d'appui, ici au coude. Cela signifie que lorsque son bras est complètement étendu, il est beaucoup plus difficile pour le muscle d'utiliser ce point d'appui pour fléchir avec une force maximale. S'ils peuvent garder son bras tendu et le forcer contre son amplitude de mouvement en utilisant le toit de la voiture comme force d'opposition, ils pourraient travailler ensemble et lui fracturer le coude. Avec ce genre de blessure, il pourra rien faire avec sa tronçonneuse et il devient beaucoup moins menaçant. Horrifiée, Erin regarde son ami se faire tuer depuis l'intérieur de la voiture. Mais lorsque le tueur se retourne, elle se rend compte qu'il porte un masque fait du visage de son petit ami. Elle monte à l'arrière de la camionnette et s'enfuit au fond des bois où elle trouve une caravane. Elle frappe à la porte en criant à l'aide et est finalement autorisée à rentrer. Elle demande aux femmes si elle peut utiliser leur téléphone, mais elles lui répondent qu'elles n'en ont pas. Pour l'aider à se calmer, elle lui prépare une tasse de thé et insiste pour qu'elle la boive pour se détendre. Elle remarque une photo de famille sur une étagère et va jeter un coup d'œil. Mais étrangement, aucune de ces femmes n'est sur la photo. Soudain, elle entend un téléphone sonner et se rend compte qu'elles lui ont non seulement menti, mais qu'en plus elles ont également kidnappé cet enfant. Se sentant soudainement étourdie, elle essaye de s'échapper de la caravane, mais s'effondre sur le sol, complètement droguée. Ok, c'était incroyablement stupide. Si nous pensons à ce que nous savons des habitants de cette région, nous en avons vu assez pour réaliser que tout le monde dans un rayon de 10 km est dans le coup. La femme à la station-service a appelé le shérif corrompu pour nous détourner des autorités compétentes. Le gamin du moulin nous a envoyés dans la maison où habite le tueur pour nous éloigner des routes et le vieil homme a essayé de garder le petit ami hors de la maison pour qu'il puisse les éliminer un par un. Nous n'avons absolument aucune raison de penser que ces femmes ici sont totalement innocentes au milieu d'une communauté de tueurs en série et leur demander leur aide, c'est la pire chose qu'on pouvait faire. Cela dit, aller à l'intérieur, c'est déjà une idée stupide parce que tu donnes simplement à ce type une chance de te rattraper et de te retrouver. Courir à travers un fourré dense, c'est une bien meilleure stratégie pour le perdre et s'échapper car il ne pourra pas courir facilement avec la tronçonneuse. Il devra se couper pour nous suivre.
je continuerai à courir à travers les fourrés jusqu'à une route principale où il n'osera pas montrer son visage. Si on est vraiment honnête, personne ne pourra croire ce que cette fille va décrire comme mission de sauvetage pour essayer de sortir tout le monde vivant de cette situation. Et puisque le shérif est distrait avec Morgan, ici, elle doit saisir cette opportunité parce que c'est sa seule chance de s'échapper. Si j'étais une de ces victimes, je voudrais savoir que ma mort a sauvé la vie de quelqu'un d'autre. Donc la chose la plus honorable ici à faire, c'est de laisser tous vos amis derrière vous et de ne vous arrêter pour personne. Elle se réveille dans la maison avec le shérif, la femme de la station-service et le vieil homme en fauteuil roulant. Ils font tous partie de la même famille et travaillent ensemble depuis le début. Elle supplie qu'on la relâche, mais on le lui refuse et on appelle Thomas Brown Hewitt, le tueur masqué, pour qu'il la fasse sortir d'ici. Il ramasse Erin et la jette dans les escaliers jusqu'au sous-sol, la laissant découvrir Andy suspendue à des crochets au-dessus d'un vieux piano. Elle essaye de le soulever pour le libérer, mais elle n'est pas assez forte et il retombe, déchirant le crochet plus profondément dans son corps. La suppliant de mettre fin à ses jours, elle accepte et trouve un couteau et le poignarde directement dans le ventre. De l'autre côté de la pièce, elle trouve Morgan assis dans une baignoire et quand elle s'approche, elle découvre qu'il est toujours en vie. Le petit garçon du moulin se présente et lui dit de le suivre. Et c'est à ce moment-là que l'homme masqué apparaît. Il traverse un couloir souterrain, mais le tueur est juste derrière eux. L'enfant le conduit à un abri anti-tempête où il grimpe pour échapper à quelques secondes d'être attrapé. Ok, c'était un acte miséricordieux et ça a dû être difficile à faire, mais libérer ce type et essayer de s'échapper n'est pas une bonne idée parce que ça ne ferait que nous ralentir. Ça rend beaucoup plus facile pour le tueur de vous trouver et de vous tuer tous les deux. Maintenant, le problème, c'est que tuer ce type par pitié, c'est pas mieux. En ce moment, il est une distraction utile parce qu'il est vivant. Si on le tue, il n'y aura plus rien pour garder l'homme masqué ici dans la maison et le distraire, et ça signifie qu'il utilisera tout son temps pour nous poursuivre. Si on veut s'en sortir vivant, on doit utiliser tout ce qui est à notre disposition, sinon on pourrait aussi bien abandonner et mourir comme les autres. Les décisions qu'on doit prendre dans un scénario de survie ne sont jamais agréables et il nous faudra des années pour surmonter les terribles choses qu'on aura dû faire pour survivre. Mais au moins, on sera en vie. Et quand les choses se passent bien, la vie a plus de valeur que n'importe quelle boussole morale. Quittant la maison, il cherche un endroit pour se cacher et trouve un autre bâtiment. Mais après avoir marché à l'intérieur, Erin se rend vite compte que toutes les fenêtres sont barricadées et qu'il n'y a qu'une seule sortie. Le tueur est en route, elle pousse son ami dans le placard et ferme la porte, se trouvant une autre cachette. Mais c'est une cause désespérée, le mur derrière elle se brise soudainement et elle est attrapée par le tueur, qui la projette au sol. Il est sur le point de la couper en deux, mais Morgan le percute. Il se bat avec l'homme, mais il n'est pas à la hauteur de sa force, alors il le soulève sur un lustre et tranche son corps entre les jambes. C'est assez brutal, et Erin ne peut rien faire d'autre que de courir pour sauver sa vie. Elle court à travers les bois et se rend à l'abattoir où elle entre à l'intérieur pour une dernière confrontation. S'armant d'un couperet à viande, elle se cache dans un casier et attend le moment idéal pour l'attaquer. L'homme masqué la cherche et voit l'un des casiers trembler. Il ouvre la porte et se fait attaquer par Erin. Elle lui coupe le bras et s'enfuit, le laissant saigner dans le couloir. Elle retourne en courant à l'extérieur et sur la route, elle voit un camion arriver et lui fait signe de descendre. Le chauffeur s'arrête pour la checker et la laisse entrer dans le camion. Elle a enfin trouvé de l'aide extérieure. Dans le camion, il lui demande ce qui s'est passé et elle est vraiment traumatisée. Mais quand elle voit qu'ils sont en train de rentrer en ville, elle panique et se jette sur le volant pour faire demi-tour. L'homme n'est pas satisfait de son comportement et s'arrête dans la même station-service. Elle sort de la voiture et se faufile à l'arrière, regardant par la fenêtre pour voir les membres de la famille avec l'enfant volé. Dehors, le camionneur attire leur attention, leur demandant d'aider son autostoppeuse. Mais lorsque la femme revient, elle découvre que l'enfant a disparu. Erin a kidnappé le bébé et elle est en train de câbler une voiture pour s'enfuir. Le shérif cherche dans le camion, mais lorsqu'il ouvre la porte pour voir qu'il n'y a personne à l'intérieur, Erin l'écrase avec sa propre voiture de police. Elle quitte la ville avec le bébé sauvé sur le siège passager et passe à côté du tueur manchot qui lance sa tronçonneuse vers la voiture mais qui ne tranche rien. Réussissant finalement à s'évader, elle va devoir se trouver un nouveau petit ami pour une demande en mariage. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et comment vous auriez fait pour battre Massacre à la tronçonneuse? Eh bien, comme d'habitude, dites-le moi dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, et vous pouvez toujours consulter la playlist Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, passez une super journée.